Auvergne-Rhône-Alpes et aussi fondatrice du Fab Lab du Pencio au Puy-en-Velay. Minh Nguyen, président de Fab City Grand Paris, également maître de conférence à l'école d'architecture Paris-Malaquais et architecte. Et Pascal Desfarges, coordinateur pour la Peer-to-Peer Foundation France, à la mission d'accompagnement tiers-lieu à la Banque des Territoires. Peut-être pour démarrer dans le vif du sujet, Minh, est-ce que tu peux nous raconter un peu qu'est-ce que Fab City et qu'est-ce que l'initiative Fab City? Alors, l'initiative Fab City, comme on le voit à l'écran, là, c'est basé sur un principe qui est le PITO d'IDO. Et le PITO, c'est le Product In, Trash Out, qui est en fait la vision du modèle linéaire en fait, de la consommation, où en fait il y a les matériaux qui sont extraits à un endroit, ils ont été transformés, puis consommés, puis jetés à d'autres endroits, vers une vision d'IDO, Data In, Data Out, où en fait ce n'est plus les matériaux qui transitent, mais les données. Et ce concept-là, c'est un mouvement qui a eu lieu, qui a commencé il y a maintenant une dizaine d'années, qui a vraiment pris son envol en 2014 à Barcelone, avec Thomas Diez, qui a lancé en fait le décompte pour justement la volonté d'être aux villes, d'être autonome et justement de produire localement. Donc c'est pour ça qu'on dit produire localement, mais tout en étant connecté globalement. Donc ça c'est la devise. Et donc c'est donc de réussir à motiver les villes à réfléchir sur leur capacité à être plus circulaires. Donc, voilà. Et donc, c'est un certain nombre de principes qui sont au croisement. Alors là-dessus, c'est Adèle qui a fait cette slide. Donc en fait, dans le modèle Fab City, on produit localement et en fait, on partage l'intelligence de la production au travers des données. Ce qui est intéressant dans ce modèle, pour les territoires, en fait, c'est qu'il est basé sur un triptyque autour de l'économie circulaire, le modèle de territoire fabricant, où on va réenraciner en fait la production au niveau local. Il y a un enjeu social aussi, qui est que le consommateur, enfin, en tout cas le citoyen, passe d'une posture de consommateur à une posture de producteur, et donc quelque part en fait contribue en fait au réenracinement en fait de la production en ville. Et évidemment, il y a une dimension environnementale parce que au travers de ce modèle, en fait, on décarbone quelque part l'industrie en proposant au territoire de réfléchir à un ancrage de cette production. Et donc, c'est ce que vous voyez au travers de ce graphique. Donc, évidemment, après, si on regarde un peu plus près, il y a des intersections. Au niveau social, il y a l'accessibilité. L'accessibilité, en fait, au savoir qui est partagé, l'inclusion, la proximité, être au plus près des besoins. Il y a un enjeu fort dans le modèle Fab City qui est qu'à l'horizon 2054, ça c'est l'enjeu, les territoires pourraient être à même de produire et consommer, enfin de consommer 50% de ce qu'ils produisent. Donc il y a un enjeu de proximité. Au niveau environnemental, il y a un enjeu aussi de soutenabilité. Et évidemment, tout ça dans un contexte de durabilité. Voilà. Donc cette triptyque, juste, on a parlé donc de l'objectif premier, des valeurs, et là en fait plutôt des moyens. C'est comment en fait la Fab City qui se pose la question, c'est effectivement c'est comment s'appuyer sur des citoyens makers, donc comment on arrive à faire remonter les initiatives bottom-up, mais aussi les institutions publiques et les collectivités. Et ça c'est important, c'est justement comment les pouvoirs régulateurs en fait viennent appuyer les initiatives, et tout ça en fait ne pourrait pas se faire sans justement l'aide en fait des industries et des grandes compagnies. Et ce triptyque là il est important, c'est que pour en fait faire une ville, pour changer d'échelle, il faut en fait ces trois composantes pour pouvoir faire la Fab City. Donc c'est pour ça que ça c'est les moyens. Et si on pense à un projet, il faut réussir à ce qu'il y ait un représentant de ces trois, chaque fois de ces trois-là, pour faire la ville.
Et donc, ouais. Non, j'allais demander du coup le modèle de la FabCity, comment il s'exporte et surtout comment il s'étend sur les territoires. Ouais, alors c'est intéressant, et là il y a deux modèles qui sont présentés ici. Il y a celui que je représente qui est le FabCity Grand Paris qui est en étroit lien avec Paris, et il y a celui de la région avec Auvergne-Rhône-Alpes. Qui va être représenté. Juste pour, je vais dire de mon échelle, après je vous laisserai parler là-dessus. La FabCity, en fait, pour qu'elle se fasse, il y a deux composantes. C'est effectivement une composante locale d'un réseau d'acteurs, en fait, qui s'inscrit dans la question de la production, mais qui n'est pas nécessairement uniquement des Fab Labs. Donc, par exemple, dans FabCity en Paris, il y a des Fab Labs, mais il y a aussi des gens qui font de l'agriculture urbaine, ou encore des think tanks sur la question de l'économie circulaire et des déchets. Et en fait, c'est cette composante-là, par exemple, qui s'est constituée, nous, à Paris. Et à côté, il y a eu la ville de Paris qui s'est engagée, donc c'était à Shenzhen en 2016, et qui a écrit, donc qui a fait une lettre en fait pour dire qu'elle s'engageait avec nous. C'est Antoinette Gull d'ailleurs qui a fait aussi une petite vidéo pour montrer son soutien. Et c'est vraiment le réseau des acteurs plus la ville qui du coup travaillent ensemble pour faire la FabCity. On reviendra sur des exemples. Ce qui est intéressant, en fait, c'est de s'interroger sur quelle est la maille territoriale dans laquelle, en fait, FabCity s'inscrit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on se rend compte que toutes les mailles territoriales sont concernées. En fait, il y a à ce jour 34 territoires qui sont labellisés, c'est-à-dire qui sont engagés, en fait, dans la démarche FabCity. Donc, il y a des villes, il y a des métropoles, il y a des régions, il y a un pays. Voilà. Donc, toutes les mailles. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque territoire va s'approprier les principes de la FabCity et va décliner quelque part son FabCity avec les moyens mis à disposition, les industries, sa compétences distinctives industrielles et évidemment les citoyens qui vivent et contribuent en fait sur les territoires. Et donc, en fait, il y a autant de FabCity que de villes en fait qui s'y engagent. Évidemment, à l'échelle d'une ville, on ne va pas déployer le modèle de la même façon que à l'échelle d'une région. Et ce qui est intéressant en fait, au sein des différentes réunions qu'on appelle les FabCity Summits, c'est d'avoir ces temps d'échange, d'expertise, pour voir en fait comment ce modèle, quelque part qui est commun, peut après revenir sur les territoires et s'ancrer de manière singulière. Alors, pour ceux que ça pourrait intéresser, le prochain FabCity Summit aura lieu mi-octobre et sera digitalisé et distribué, donc accessible, j'imagine, au plus grand nombre. Exactement, et ça sera alors de mémoire le 20-21 octobre. Oui. Ouais, et ça sera sur une plateforme à ce moment-là qui sera diffusée sur nos sites web respectifs. Alors, on espère aussi sur le nôtre. Oui. Peut-être pour continuer, donc là on était vraiment sur les principes et le modèle, mais FabCity c'est aussi des actions, et notamment il y a eu pas mal d'actions dans le cadre de la crise sanitaire qu'on a connue. Si tu peux nous en dire un mot, Adélie. Alors, donc dans FabCity, on produit local et on partage quelque part une intelligence, des compétences, des connaissances au travers de plateformes. Et en fait, lors de la crise et en fait en début de confinement, beaucoup de territoires se sont trouvés dépourvus de moyens de protection face à la pandémie. Et donc, les différents Fab Labs qui maillaient le territoire national se sont mis à réfléchir ensemble à la création de modèles numériques permettant de créer différents objets. Des masques en tissu, lorsque certains avaient des machines à coudre à disposition, des visières de protection, lorsque des imprimantes 3D étaient disponibles, des objets un peu comme celui-ci. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est
en fait un objet imprimé en 3D qui permet de soulager en fait le personnel soignant qui toute la journée a un masque FFP2 et qui vient en fait s'accrocher derrière l'oreille. Et là, l'idée, c'était, en fait, au travers de cet objet, c'était de le placer, en fait, au milieu de la tête, de sorte à ce que l'anneau, en fait, ne soit pas au milieu de l'oreille et permettre de soulager les oreilles. Pour créer cet objet, en fait, il a été créé par différents makers qui se sont retrouvés sur des plateformes, qui ont recensé les besoins du personnel soignant qui étaient à côté de leur lieu de vie, et qui ont conçu ce modèle. Et ce modèle, en fait, il a été éprouvé, et il y a eu ce qu'on appelle en informatique du versionning, c'est-à-dire que le modèle a évolué en fonction des retours des usagers. Donc on a une version 1, 2, 3, 4, 5, voilà, jusqu'à ce qu'il se stabilise et qu'il puisse être partagé par toute la communauté de makers. Alors, qu'est-ce que ça permettait? Est-ce que le versionning, d'ailleurs, c'est quelque chose qui est récurrent, cette idée du versionning, d'objets qui s'améliore couche par couche, sédiment par sédiment? Tout à fait, c'est quelque chose de récurrent parce que l'objectif, c'est de produire avec le moins de matériaux possible, d'optimiser en fait la production. Donc on commence toujours par un objet qui est le plus simple possible, et puis après on va faire un certain nombre d'optimisations. Donc un objet n'est jamais fini, potentiellement. Il n'est jamais fini. Potentiellement, oui, il n'est jamais fini. Et donc, ce que vous voyez sur le schéma, donc, ça part de Fab Lab, de makers, qui vont aller co-construire des objets avec des citoyens, des usagers. Et il va y avoir cet échange qui va permettre de créer des plans de conception, comme pour cet objet. Ces plans de conception, une fois qu'ils sont validés localement, on les partage au travers de cloud, comme l'indique le graphique, ou de plateforme, et cela permet en fait de partager la connaissance de sorte à ce que quelqu'un qui soit au Chili, au Brésil, en Afrique, puisse, avec ses propres matériaux, avec ses propres machines, se réapproprier en fait le modèle numérique et l'appliquer, le modifier pour l'adapter aux besoins locaux. Voilà. Pendant la crise du Covid en région Auvergne-Rhône-Alpes, en fait, il y a à peu près plus de 60 Fab Labs qui échangeaient. Et en fait, chaque citoyen avait en gros un Fab Lab à 50 km pas loin de chez lui. On a, comme à Paris, tous commencé à produire. Donc moi je suis universitaire et les universités étaient fermées, donc mon grenier, je produisais des visières, et puis très vite en fait on s'est rendu compte que malgré la quantité de matériaux qu'on avait à disposition, la demande était telle que on s'est vite rendu compte qu'on n'aurait pas assez de consommables. Et c'est là qu'il y a eu deux stratégies qui ont été mises en œuvre. La stratégie, on va dire, à l'échelle d'une région, donc au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, par rapport à la stratégie, en fait, dans une ville, celle qui est opérée, en fait, dans ton territoire, à Paris. En région Auvergne-Rhône-Alpes, en fait, on a un réseau de Fab Labs, donc 60 Fab Labs, qui sont associés à une structure de formation qu'on appelle le Campus Région. L'idée étant que les Fab Labs accompagnent la transition numérique, et ça passe par des temps d'acculturation et de formation, évidemment. Et donc, le réseau était déjà constitué, et ce qui s'est passé, c'est que nous avons tous, en fait, fait remonter nos besoins, et en fait, c'est la collectivité qui, en fait, a pris en charge l'achat de consommables, et après a redistribué au sein des Fab Labs, qui ont pu répondre de manière agile, et j'insiste sur le terme agile, parce qu'en fait, avoir dans un territoire un réseau distribué de lieux possédant des moyens de production comme l'impression 3D, la découpe laser, machine à coudre, fonderie ou autre, c'est la possibilité de répondre en fait de manière extrêmement rapide à des chocs comme celui par exemple d'une pandémie. Du côté Paris, en fait, ce qui a été intéressant, c'est que et c'est pour ça que ça montre un peu les différentes approches. La ville de Paris, elle, tout de suite a dit que c'était impossible de payer en fait les matériaux, et tout comme ce que vient de décrire David,
2 semaines à peu près, une semaine après en fait, le confinement, il y avait déjà une quinzaine de Fab Labs et de tiers-lieux qui s'étaient mis en production. Et il y a eu 2 effets. Il y a eu le premier effet, c'était l'activité assez rapide et convergente. Et à un moment, la pénurie en fait, de matériaux et de moyens. Et c'est là où nous, FabCity Grand Paris, on s'est positionné. On a proposé une aide qui était, de débloquer rapidement des fonds, d'avancer en fait de l'argent. Donc on a alloué une première enveloppe de 5 000 euros qu'on était prêt à renouveler. On a ouvert une cagnotte et on est allé voir la mairie de Paris pour justement voir comment on pouvait récupérer de l'argent. Donc ça a été fait, on a récupéré de l'argent auprès de la mairie parce qu'on a une relation de confiance qui est bâtie depuis 3 ans, 4 ans avec elle. Donc c'est comme ça qu'elle nous a donné de l'argent pour redistribuer justement auprès de chaque Fab Lab, plutôt que de donner à chaque Fab Lab. Et c'est ainsi qu'on s'est mis un peu en facilitateur de la production. Et très rapidement, il y a eu effectivement des plateformes qui ont permis d'organiser en fait la production, de pouvoir recenser tous les besoins, d'avoir commandé plus d'une tonne de plastique, de le distribuer et après fournir à peu près 50 000 visières en région Île-de-France rapidement. Et une chose, c'est vrai que les makers, ils ont cette agilité dont tu parlais, la capacité justement de pouvoir en fait s'adapter et de faire des versionning, c'est-à-dire s'apercevoir qu'un premier élément, en fait, un premier version n'est pas suffisant, donc de la réadapter ou de la réadapter à d'autres besoins, parce que certains avaient besoin de plus de surface ou des choses comme ça, pour en fait répondre aux besoins avant que en fait les industries en fait aient emboîté le pas. Donc voilà, donc c'est là où nous, la FabCity, en fait, il y a eu un sens. Parce que si, en fait, on a permis d'aller plus vite, parce que bien sûr, à bout d'un moment, les Fab Labs auraient pu se débrouiller, etc. Mais ils étaient en manque de finances, en manque de matériaux, et tout ça, etc. Et que ça a été une couche qu'on a pu rajouter, et d'où l'intérêt d'avoir ces réseaux-là. Et du coup, de ça, il reste un réseau de makers? Alors, du coup, il y a eu un collectif qui s'est créé qui s'appelle Maker Covid. Et ce Maker Covid, c'est un réseau, c'est un collectif d'une vingtaine d'acteurs dont FabCity Grand Paris fait partie. C'est pas lui qui le mène. C'est important de le dire, c'est que chacun justement a sa place. Et maintenant, voilà, dans FabCity Grand Paris, on porte des choses, on porte d'autres activités, on porte un mouvement, et certains de Maker Covid ne font pas partie de ce mouvement ou n'y croient pas, ou en tout cas ça ne les intéresse pas. Mais voilà, c'est aussi pour garder cette agilité, cette liberté. Donc là, c'est les 6 thématiques en fait de la FabCity. Donc il y a la question de la fabrication de biens et de matériaux. Donc, étant donné que la FabCity est issue des Fab Labs, c'est normal en fait qu'il y a cette question-là rapide, la fabrication locale. Mais effectivement, ce que je disais, c'est aussi l'agriculture urbaine. On a intégré dans FabCity Grand Paris des acteurs de l'agriculture urbaine comme Verger Aubin, pour citer eux. Et en fait, parce que tout simplement, la vision d'une parcelle agricole partagée, c'est un peu la même chose qu'un Fab Lab finalement. C'est un endroit où on va produire, mais il y a aussi un partage de connaissances, une entraide et aussi cette volonté de transmettre. En sachant qu'il y a beaucoup de projets de Fab Lab agricole justement aujourd'hui. Oui, qui existent. Ouais. Et même ça dépasse ces thématiques, en fait, ce sont celles des enjeux des tiers-lieux, plus globalement. Et donc en fait, le thème, c'est la résilience des territoires qui s'inscrit dans cette. Tout à fait, ouais. C'est plus large encore. C'était la thématique du Fab 14 d'ailleurs, qui était Fabricating Resilience, donc la question de la fabrication de la résilience. Effectivement, donc après, voilà, donc, je ne vais pas rentrer dans tous les thèmes, mais l'énergie, le flux, l'économie et l'architecture et l'urbanisme sont effectivement des thèmes qui sont fortement liés à tout ce qu'on vient de se dire, parce qu'en fait, voilà, ces thèmes-là, comment on refait la vie ensemble et comment on la rend plus autonome et on produit ensemble, et la rend plus résiliente. Donc en action, ça c'est un exemple et c'est un schéma, c'est un diagramme qui s'appelle l'usine du remploi.
qui a été proposé avec des promoteurs sur un appel à manifestation d'intérêt. C'est ces grands projets en fait que la ville de Paris avait mis en place sur des territoires en associant investisseurs, promoteurs, mais aussi exploitants et la ville sur un projet qui est à la fois d'intérêt public et d'intérêt général et aussi d'intérêt financier, parce qu'il faut bien qu'ils s'y retrouvent. Et là-dessus, on avait proposé donc un projet de 5000 m² sur 50 000 sur la question de l'usine du réemploi. Et c'était comment en fait on repensait le métabolisme urbain avec des gisements, la gestion des stocks, la question de la production et de l'expérimentation de solutions, et après la production de ces solutions de façon plus massive. Donc c'est pour ça que c'était une usine, et qui derrière en fait allait reconnecter vers le grand public et vers des professionnels à travers des shops, des services, une ressourcerie et des animations. Et alors, pourquoi c'est intéressant, c'est que elle reprend un peu cette vision triptyque dont on parlait tout à l'heure, à partir de makers et de citoyens, mais aussi d'industriels et de grandes compagnies, et aussi des collectivités. Donc voilà, après on reviendra sur ce point-là. Alors, FabCity, on a compris le principe, on a à peu près compris les modalités d'action, mais FabCity, c'est aussi ancré dans les territoires. Alors là, on a 3 représentants de 3 initiatives différentes, hein, le Grand Paris, la région Auvergne-Rhône-Alpes, et puis l'initiative de Saint-Étienne. Peut-être sur un autre exemple sur le FabCity Grand Paris d'initiative. Alors voilà, là, je ne sais pas si vous reconnaissez, il y a le Stade de France en haut de l'image. Donc c'est un projet justement qui est d'ailleurs suite donc à ce que je venais juste de présenter, parce que le promoteur avec qui on avait proposé ça s'appelait Quartus, s'appelle Quartus toujours d'ailleurs, et en fait ils ont une parcelle, c'est-à-dire que suite à ce projet-là qu'on a malheureusement pas obtenu ou gagné, on n'a pas été lauréat. Quartus a souhaité quand même dire essayons d'expérimenter en tout cas ce projet-là. Et ils possèdent une parcelle où il y a 21 000 m² sur les anciennes usines Christophe. Et ils nous ont proposé de prendre pas la totalité bien sûr, mais une partie pour expérimenter cette question justement de l'usine du réemploi, et notamment sur le stockage. Et c'est là où on voit donc cette parcelle où on réfléchit comment on récupère des déchets et qu'est-ce qu'on en fait ensuite. Et donc voilà, donc la question du stockage. Donc là-dessus, on a commencé à établir un projet qui s'appelle un collectif d'acteurs qui s'appelle Restore, qui englobe des architectes, des designers et des artisans. Et ça, c'est un des projets qu'on mène qui s'appelle la Dimensionneuse. C'est un projet open source qui permettrait en fait de récupérer en fait les géométries du bois tout venant, de telle façon à pouvoir constituer une base de données robuste. Et ça va être un projet. Après, on va revenir parce qu'on va parler des données, mais c'est justement comment on fait l'articulation entre le physique et le numérique, et de façon open source, de telle façon à ce qu'il y ait le plus grand nombre de personnes qui l'utilisent, parce que plus il y aura de gens qui l'utiliseront, plus ça va devenir une référence. Et donc, ce projet-là, il s'inscrit dans un projet de territoire, alors à l'échelle européenne, qui s'appelle Reflow, qui est un projet H2020. Et ce projet-là, qui réfléchit sur justement la circulation en fait des flux de matériaux sur les territoires, il y a 29 acteurs qui sont répartis sur 9 pays avec 6 villes pilotes. Et ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est une démonstration de la FabCity, c'est comment on crée en fait des outils qui vont servir en fait à différentes villes sur différentes thématiques. Donc Paris, c'est le bois et les architectures temporaires. Mais par exemple, Amsterdam, c'est sur la question du textile, ou Milan, c'est sur la question de l'alimentation. Et en fait, c'est comment ces thématiques vont se croiser. D'abord, chacun en développant ses propres thématiques et outils, et à la fin, comment on les partage de façon open source. Donc, ça permet d'avoir un financement sur 3 ans pour faire de la recherche et développement. Et là-dessus, effectivement, l'ensemble des acteurs de FabCity Grand Paris sont impliqués dans le développement de Parisiens. Donc ça, c'est un territoire global, et comment après ça va s'échanger. Alors,
peut-être on passe du grand territoire européen Petit territoire local. au petit territoire local, j'allais dire micro, mais pas si micro que ça. Il y a eu un atelier suite à la dernière Biennale du Design à Saint-Étienne il y a un an maintenant, dans lequel vous, Adélaïde et Pascal, avez fait un atelier de mise en œuvre concrète des principes de FabCity à l'échelle d'un petit territoire. Je vous laisse nous raconter. Alors, c'est dans un contexte plus large, dans l'idée de mettre en place un réseau de tiers-lieux interconnectés sur le centre-ville de Saint-Étienne. Donc, on a commencé à accompagner un projet de tiers-lieux dans un quartier qui s'appelle le quartier Beaulieu, qui est un quartier prioritaire, de repenser un centre socioculturel avec les habitants. Donc ça, c'est un projet qui suit son cours aujourd'hui, qui est en partie d'ailleurs accompagné par la Banque des Territoires. Et dans ce cadre, on a imaginé, avec Adélaïde, monter un atelier FabCity avec les habitants du quartier. Alors, l'idée là, peut-être, elle est un petit peu différente dans le sens où l'objectif premier, c'est de créer des biens communs, créer des communs urbains. Et donc la thématique, c'est comment on met le citoyen en capacitation d'agir dans la fabrique de sa ville, dans la co-construction des politiques publiques. C'est ça l'idée, le concept principal. Et comment on met à disposition de ces citoyens des outils, des tiers-lieux, bien sûr, des espaces. Alors dans les tiers-lieux, évidemment, la catégorie Fab Lab. Et comment on met à disposition des citoyens des outils pour qu'ils co-construisent des objets au sens large du terme. L'objet, ça peut être un jardin, ça peut être, mais ça, dans l'occurrence, là, c'était une aire de jeu urbaine pour les enfants, démontable. Donc, on a travaillé avec un collectif de designers qui s'appelle Captain Lod, puis on a pris des papas et des mamans et des enfants du quartier Beaulieu. C'était aussi l'idée derrière, à travers FabCity, de fédérer cette communauté qui a, en bottom-up, imaginé ce futur tiers-lieu. Donc, il y a aussi une dimension... les communs ne se créent, et d'ailleurs je pense aussi que FabCity ne se crée que parce qu'on pose un principe de base, l'interaction sociale. Le concept de base, c'est l'interaction sociale, la transdisciplinarité, l'hybridation des disciplines et des compétences. Et ça, je pense que ça rejoint à la fois ce qu'on a fait avec, à Saint-Étienne avec Adélaïde, mais ça rejoint FabCity Grand Paris de la même manière. Et du coup, pendant la Biennale internationale de design, dont le thème, un des thèmes que je portais en tant que commissaire, c'était la cité contributive. On a fait un colloque, etc. Dans ce cadre-là, on a monté cet atelier à la Cité du Design, avec Open Factory, que je tiens aussi à souligner, avec l'aide d'Open Factory, le Fab Lab de la Cité. Et donc, ses parents et ses enfants sont venus faire un prototype de cette aire de jeu qui a été entièrement montée, finalisée. Vous voyez les photos. Et l'idée ensuite, c'est de se dire, ben voilà, cet objet, il est open source. Il est véritablement open source. Donc comment cet objet, si on le met en ligne, donc là on passe au data, là on est parti de l'inverse, on est passé du physique au data. Comment on fait émerger des data qui, elles, sont partageables avec toutes les autres collectivités de France. Donc moi, mon grand rêve, c'était évidemment qu'à Rouen, à Vierzon ou à Rodez, eh bien, on se mette à télécharger les plans et les données, les datas de cette aire de jeu urbaine et qu'elles soient finalement fabriquées en local. D'où se pose la question de l'économie circulaire, c'est-à-dire que l'idée derrière ce MULO, donc mobilier d'urgence ludique open source, MULO, derrière cette idée, il y a l'idée aussi de fabriquer un commun partageable à l'échelle nationale. Et partageable, mais dont l'objet serait construit par des acteurs de l'économie locale ou même de l'hyperlocalisme, de l'hyperproximité, des artisans locaux. Et donc là, on rejoint aussi le concept d'économie circulaire à travers ça. Et puis plus largement, ça c'est un atelier FabCity avec Adélaïde, donc on vient en faire pas mal. Pas mal, ouais. et en se déplaçant dans les territoires. Et derrière, il y a moi ce que j'appelle la spatialité des communs, c'est-à-dire comment, en fait, un atelier FabCity, ça fait comprendre aux citoyens ce qu'est un bien commun. Parce qu'il y a des biens communs naturels, une rivière, une forêt, et puis il y a une autre catégorie, c'est les biens communs produits, c'est-à-dire inventés par l'humain. Ce sont des choses un peu différentes. Et donc, moi, l'idée, c'est aussi comment
on fait comprendre aux humains, aux citoyens, ce qu'est un bien commun, que c'est différent d'un bien public ou d'un bien privé. Et donc l'atelier FabCity, c'est aussi un outil pédagogique très important pour inventer cette idée de bien commun partagé dans un territoire donné qui soit rural, hein, que ce soit à Puy-en-Velay, dans un village, à Rodez ou ailleurs, on va en faire un, ou dans une grande métropole, que ce soit cette idée que c'est un outil pédagogique. Et puis, ça relève ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité, c'est-à-dire comment on crée le plus de valeur d'usage possible, de manière pérenne, avec le moins de ressources et d'énergie possible. C'est là la résilience. La résilience, elle est là. Et si ce processus, on le fait comprendre à des citoyens lambda, à mon boulanger, à l'instituteur de mes enfants, eh bien là, je pense qu'on aura socialement avancé voilà, sur les territoires. Et là, on est vraiment dans le thème de la résilience. Ça implique aussi l'économie locale, les artisans, les petites PME, ça implique un peu tout le monde, et puis ça touche jusqu'à ce qu'on appelle la bioéconomie circulaire. C'est-à-dire, par exemple, si on prend des déchets, est-ce qu'on peut fabriquer, dans un petit Fab Lab au Puy-en-Velay, je dis n'importe quoi, David, est-ce qu'on peut fabriquer du biocarburant, un bio-engrais avec les déchets? Est-ce qu'on peut apprendre même aux gens à le faire? Donc ça, c'est de la bioéconomie circulaire, mais on peut la voir de manière à l'échelle d'une forêt, à l'échelle d'un pays, mais on peut aussi la voir de manière locale. Tiens, je vais mettre de l'engrais dans mon jardin, ou dans le jardin partagé. Eh bien, le bio-engrais, on va le fabriquer dans un atelier FabCity. Voilà. Et peut-être pour donner à ceux qui nous écoutent un peu on va dire la suite de la vie du mulot. Là, vous avez fait le prototype, mais il y a une suite. Alors, le maire de Saint-Étienne, et j'espère que ça se fera concrètement, le maire de Saint-Étienne s'est engagé à financer cet objet désormais, puisque c'est un prototype, hein, et évidemment que cette aire de jeu urbaine soit posée dans ce fameux quartier Beaulieu, puisque ce sont les gens eux-mêmes qui l'ont co-construit. Donc effectivement, l'idée derrière, c'est que les collectivités locales, que ce soit région, département ou ville, s'engagent à financer finalement, alors quand je dis financer, c'est financer un budget pour engager des artisans, des entreprises locales et des collectifs. Évidemment. Aider à l'industrialisation. Aider à l'industrialisation. Et évidemment, le rêve pour moi derrière FabCity, c'est les microfactories, les usinettes, on va dire en France usinettes, hein, mais les microfactories qui sont d'ailleurs très liées au thème des tiers-lieux aujourd'hui. Et je pense que ça, c'est l'étape, FabCity, c'est l'étape intermédiaire avant une étape suivante qui mettra peut-être 8-10 ans. C'est vraiment des mini-usines dans les territoires ruraux et urbains. Et les microfactories, il y a déjà un réseau mondial de microfactories. Il y en a une en Belgique, à microfactory.be par exemple à Bruxelles, mais c'est effectivement le FabCity, c'est aussi ce levier pour créer une autre économie en fait, si je résume. Oui, et la FabCity, c'est cette vision des différentes échelles. Oui. C'est comment associer différentes échelles. Il y a l'échelle très locale avec par exemple l'Open Factory, le Fab Lab, et qui s'adresse en fait justement à des personnes, des usagers très localement. Et après, au-dessus, effectivement, il y a ces questions de micro-usines qui sont donc plus en capacité de produire, mais pas nécessairement justement dans cette vision-là dont tu parles. Et après, derrière, il y a aussi le relais avec les industriels, donc, qui eux existent et qui s'inscrivent dans les industries 4.0, ce genre d'usines flexibles qui permettraient en fait de faire toutes ces choses-là. C'est aussi l'idée du partage des data à l'échelle mondiale. Et c'est ce qu'appelle, alors c'est ce qui fait rejoindre d'ailleurs Thomas Diez et Michel Bowens, c'est l'idée du cosmolocalisme, c'est-à-dire on a l'économie cosmolocale que porte Michel Bowens dans la peer-to-peer, c'est l'idée qu'on produit de la data mondiale, open source, partageable entre tous, pour agir dans l'hyper-localisme, l'hyper-proximité au plus près des gens. Évidemment, moi, ma partie, c'est d'être au plus près des gens dans mon métier, et du coup, voilà, avoir des gens comme vous qui produisent des datas, et même avec l'intelligence artificielle, tu en parleras tout à l'heure, mais des datas pour finalement favoriser voilà, le local, les gens qui vivent au jour le jour. C'est presque une très belle idée politique, mais au sens noble du politique.
Alors, j'ai même plus besoin de faire les transitions. Parce qu'on va passer à la partie qui s'appelle les données au service de la FabCity et justement tout le projet autour des data, alors qui rejoint aussi beaucoup le projet de micro-usine ou d'usinette. Je trouve ça assez joli comme terme. Puis c'est très, très, très français et ça s'exportera très bien au Canada. Peut-être du coup, Adélaïde, tu peux nous raconter le projet sur lequel tu travailles? Donc depuis mi-2019, en fait, je travaille au sein de l'université Clermont-Auvergne dans un projet de recherche qui s'appelle IAT Cohérence, donc Intelligence Artificielle Territoriale Cohérence. Les acteurs de ce projet donc, sont l'Université Bretagne Sud, qui est en fait structure porteuse du projet, le cabinet Utopie, qui a développé un travail depuis plusieurs années autour de la FabCity, avec des indicateurs qui ont été produits avec des membres de FabCity Grand Paris. Donc je pense au FabCity Index. Donc le FabCity Index, qu'est-ce qu'il mesure? En fait, il va mesurer le degré en fait de circularité en fait de l'économie au sein d'un territoire. Et adossé à cette étude, il y a toute une théorie autour du territoire fabricant. En fait, l'idée, c'est de se dire que la FabCity, ce serait en fait un réseau en fait de structures fabricantes qui seraient agiles et résilientes. Et donc, on parle de résilience productive. Donc, qu'est-ce que c'est la résilience productive? C'est la capacité qu'a un territoire, quelle que soit en fait sa dimension, à pouvoir réagir à des chocs de différentes natures, des chocs pandémiques, Covid-19, des chocs liés au changement climatique, etc. Et donc, dans ce cadre-là, et au travers en fait du travail de thèse que j'engage avec la start-up Open Studio, on mobilise l'intelligence artificielle en fait pour essayer de proposer des scénarios de fabrication en fait sur des territoires. On est avec le cabinet Utopie est par exemple en capacité en fait aujourd'hui de modéliser en fait un processus de fabrication. On sait par exemple que le processus productif de glace est assez similaire à celui de la production en fait de peinture. Donc en fait, potentiellement, une entreprise qui sait faire des glaces pourrait faire de la peinture. Pas en même temps. Pas en même temps. Parce que ce ne sont pas les mêmes machines. On pourrait décider à un moment de changer. Mais à un moment donné, pour X raisons, elle pourrait décider de passer de la production de glace à celle de peinture. Et donc on dit qu'on appelle ça un saut productif, puisqu'on passe d'une unité de production à une autre. Est-ce qu'il est possible pendant le Covid-19? Voilà. Et on a vu pendant le Covid-19 qu'il y avait des structures qui étaient en capacité, par exemple, de produire initialement de l'alcool, de la verveine, en l'occurrence c'est de la verveine, et qui se sont mis à faire du gel hydroalcoolique. Voilà. Et donc, dans ce cadre-là, on s'est dit, on a des données, on a énormément de données qui remontent, des données territoriales. Serait-il possible, en fait, de faire une analyse de ces données, de créer une intelligence artificielle qui apprenne et sache qui fabrique quoi, où, comment, avec quelles compétences, parce qu'on fabrique avec les gens, et proposer des scénarios. Voilà. Et le projet IAT a cette ambition-là, et aujourd'hui, en fait, est en lien étroit avec la structure du chimie du ministère de l'Intérieur. Et donc, l'idée, c'est ça. C'est utiliser l'intelligence artificielle pour proposer des scénarios, soit de saut productif, je passe de la glace à la peinture, mais aussi, par exemple, de diagnostiquer un territoire, de voir quel est le patrimoine productif d'un territoire et de proposer, par exemple, la création d'une nouvelle industrie. Quand on sait ce qu'un territoire fabrique, on sait aussi ce qu'il ne fabrique pas. Et donc,
on peut, par les données, en fait, et les différents indicateurs, proposer soit des scénarios de spécialisation, soit des scénarios de diversification. On sait qu'un territoire qui a une production diversifiée pourra mieux, en fait, se relever de chocs de différentes natures. Donc la question de la diversification, elle est extrêmement importante. Et cette question de résilience. Et donc le projet s'inscrit là-dedans, avec, comme on le voit dans le schéma, en fait, 2 blocs. Un bloc où on part des données de territoire, des données publiques, de l'open data. On va créer des ontologies, on va modéliser en fait ce flux de données et on va regarder en fait comment ces modèles associés aux données peuvent aussi servir en fait une politique publique territoriale. Voilà. Et on va proposer des scénarios et après, évidemment, en fonction du patrimoine productif du territoire, il va y avoir un certain nombre de scénarios possibles ou pas possibles. Voilà. Et ça fait écho au programme dont on est copilote chez nous, qui s'appelle Territoire d'industrie et qui concerne plus d'une centaine de territoires en France et qui a un projet aussi sur la relocalisation. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'une phase 2 de la cartographie des entreprises serait de faciliter la relocalisation? Pas facile à dire. Oui, en fait, au travers de ce projet, ce que nous serons en capacité de proposer, c'est une cartographie des proximités productives des acteurs productifs des territoires, des établissements et des entreprises. Ces proximités productives, elles sont de différents types. La première idée qui coule sous le sens, c'est une proximité en termes de produits. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, quand on produit des glaces et qu'on produit de la peinture, on est proche quelque part. Voilà. Après, on peut. Le deuxième niveau de la proximité productive, c'est aussi les compétences. Et là, proposer des scénarios qui vont venir, soit proposer des nouveaux scénarios de formation, ou alors compléter des compétences qu'il n'y aurait pas sur le territoire. Et on pourrait imaginer à la fin relocaliser les blocs manquants sur une chaîne de production. On peut parce qu'on est en capacité aujourd'hui de tracer en fait les produits en fait en considérant un territoire comme un métabolisme. Vous avez des entrants, voilà les produits. Et ensuite, ce qu'il est possible de faire, c'est de savoir, si je prends le bois, où se fait la première transformation, où se fait la deuxième transformation, où se fait la troisième transformation, quelle est la quote-part de chaque transformation, quels sont les métiers et les compétences associées à chaque niveau de transformation, et donc quels sont les manques. Est-ce qu'on se base là-dessus sur... Je peux poser une question? Oui, bien sûr. Est-ce qu'on se base là-dessus sur des processus industriels type? Je reprends ton idée de... Je transforme, je fais saut de production de glace à peinture. Donc, s'il y a un saut de production possible de glace à peinture, il y a forcément un processus industriel qui est similaire. Oui, tout à fait. Est-ce que ces processus similaires, aujourd'hui, ils sont indexés? Est-ce qu'il y a des typologies? En fait, il y a dans... C'est Harvard qui a toute une table, en fait, qui nous permet, en fait, de calculer... ces proximités de production. Parce qu'en glace et peinture, c'est la matière liquide, donc j'imagine que c'est des processus de flux, etc. Mais dans d'autres types d'objets, ça va être autre chose. Ça va être autre chose. Donc il y a une grille. Il y a une grille qui existe. D'accord. Okay. Et du coup, sur la partie données et FabCity, il y a d'autres expériences. Juste pour finir sur le projet d'Adélaïde, du coup, tu me disais tout à l'heure que le POC va être médiatisé dans le cadre d'un plan de relance à partir du mois de septembre. Et du coup, vous allez chercher les investisseurs potentiels à partir de la fin de l'année pour la partie développement. Tout à fait. En fait, on est en train de programmer et de nourrir en fait l'intelligence artificielle pour fournir un POC, c'est-à-dire en fait une première version du logiciel pour la fin septembre.
Et ensuite, à partir d'octobre, on va être à la recherche en fait d'investisseurs pour pouvoir faire une version beaucoup plus étendue et beaucoup plus, comment dire, qui intégrera énormément de données. Et cette partie-là, en fait, a été sélectionnée par la DITP pour évidemment intégrer le plan du site. C'est hyper intéressant. Il y a des choses que je découvre et qui font énormément écho avec ce qu'on fait. Et d'ailleurs, on va falloir qu'on voit comment on peut être bêta-testeur ou utilisateur de ce logiciel, parce qu'effectivement, en fait, on se pose on aborde les mêmes choses de façon un peu sur d'autres axes. Et là, par exemple, ce projet-là qui est affiché, c'est cette vision donc, de l'usine du emploi, de la dimensionneuse, etc. C'est effectivement comment on fait la circularité des éléments. Donc comment on récupère justement alors là, l'exemple est sur le bois. Mais l'idée, c'est de l'ouvrir à d'autres choses. Mais sur le bois, comment on récupère des gisements, comment on l'identifie, ensuite comment en fait on le caractérise et qu'on crée une base de données. Et à partir de cette base de données, les gens seront soit en capacité d'aller le solliciter comme tu disais, d'avoir des gens qui vont vouloir le transformer ou en tout cas ou juste l'utiliser de façon brute. Donc peut être associé à des marketplaces qui existent déjà. Donc c'est pas ce qu'on nous on veut faire. Nous ce qui nous intéresse c'est qu'est-ce qu'on fait, comment on fait cette base de données, ou transformer, c'est-à-dire aussi l'améliorer, c'est-à-dire que ces éléments de bois deviennent des planches ou des cloisons ou des produits ou des tables, enfin qui permet après d'être aussi remis sur le circuit. Et donc c'est ça qui fait la boucle. Et une fois qu'on a fait ça et qu'on a bien identifié tout et qu'on a bien tout tracé, on peut justement voir ce métabolisme urbain. Et alors, je vais prendre la slide d'après, voilà, justement, parfait. Qui en fait montre là ce qu'on fait avec Reflow, qui est donc un changement d'échelle qui prend un peu de recul, où l'idée c'était de prendre des événements, de voir ce qui rentre dans ces événements et de voir ce qui ressort, donc faire ce qu'on appelle un MFR en anglais, donc Material Flow Analysis, donc une analyse de flux matériaux. Et derrière, ce qui ressort, c'est de récupérer ces matériaux, justement donc de les scanner avec la dimensionneuse dont je parlais, ensuite de les stocker, ensuite de les labelliser, de les standardiser, et après de travailler avec les sociétés incubées pour les réintroduire dans l'événement d'après. Et ce qui est intéressant, c'est de voir en fait l'impact que ça a sur l'économie circulaire. Et c'est vrai que là, c'est toute la partie justement, il y a toute une base de données qui est nécessaire en fait pour mettre en place en fait cette chose-là. Comment en fait des designers ou des architectes peuvent travailler en fait pour faire du mobilier ou des installations. Nous, alors ça c'est mon métier aussi qui parle, c'est moi je fais un dessin et puis après dans ce dessin, je dis tiens j'ai besoin de telle planche, cette chose, etc. Et je vais après dans le catalogue en général alors pour citer Leroy Merlin, mais la plateforme du bâtiment, et puis hop je prends les de façon standard. Et aujourd'hui en fait l'enjeu c'est comment en fait j'arrive plutôt à aller chercher des gisements ou des éléments qui ne sont pas dans la base de données standard et qui sont en fait dans une base de données plus robuste. Et qui, justement, comment je vais pour récupérer toutes ces données-là, et faire ce qu'on appelle de la conception inversée. À partir de ce que j'ai, je fais autre chose. Et c'est là où c'est intéressant, justement, la question de la capacité dont tu parlais, de comprendre, en fait, comment tu peux aller chercher, en fait, les uns et les autres pour assembler et pour pouvoir faire un projet. Et d'arrêter, en fait, d'être consommateur, mais d'aller, justement, voir comment on récupère ce qui normalement est destiné à être des déchets. Donc voilà, je trouve que c'est marrant parce que cette vision que vous avez, qui est développée du coup à Saint-Étienne, qui est plus justement intelligence artificielle, nous on va en avoir besoin pour pouvoir associer ceux qui sont prescripteurs qui décident avec ceux qui sont en capacité de fournir pour pouvoir répondre à des demandes concrètes. Parce qu'en fait, il y a un MetaFab City qui se met en place. C'est un MetaFab City, c'est-à-dire qu'il faudrait croiser les Fab City pour vraiment en faire émerger une modélisation encore plus importante. C'est le but des summits, mais c'est vrai qu'on s'aperçoit aussi... Oui, mais concrète.
Pas concrète. Concrète, ouais. Tu vois, comment on intègre voilà, la vision des biens communs, l'interaction sociale du citoyen avec celle de l'intelligence artificielle, avec celle de l'économie circulaire ou de la bioéconomie circulaire, et comment on croise tout ça pour faire un processus global, Oui. transdisciplinaire. Et puis surtout, en fait, chacun, on travaille sur nos sujets, comment elles se nourrissent, parce qu'en fait, au Ah oui. fond, on converge parce qu'on a les mêmes valeurs et les mêmes approches, c'est ça qui est intéressant. Par contre, avec des interprétations différentes. Oui, Mais c'est pas les mêmes parcours, pas les mêmes... Et c'est le principe même des Fab Labs à la base, c'est ça qui est intéressant, qui maintenant se retrouve sur cette question de FabCity. Tout à fait. Tout à fait. Et pour aller un peu plus loin dans ce que tu disais, la puissance de l'intelligence artificielle, alors plus précisément ce qu'on appelle les techniques de machine learning, c'est aussi de pouvoir mettre en place des systèmes de recommandation. C'est-à-dire qu'en fait, l'intelligence elle apprend, puis au bout d'un moment, en fait, il y a un nouvel entrant, et elle va regarder en fait quel est dans sa base de données ce qui est le plus proche, et va recommander, peut être en capacité de recommander en fait un nouvel usage. Et donc ça aussi c'est super intéressant parce que ça nourrit la base de données, et deux, ça permet aussi d'imaginer des usages que parfois on n'a peut-être pas en local, et nous amener vers un ailleurs. Je crois qu'on est arrivé au bout de nos présentations. On a encore quelques minutes et du coup, on a une question, alors, qui est toujours la question des moyens, évidemment. Ah. Est-ce que ça va fonctionner? Hop, voilà, normalement vous voyez tout apparaître la question. Je dis bonjour, donc si je comprends bien, le FabCity est une mise en réseau pour faciliter l'intelligence collective, y compris celle des citoyens. Mais qui est prêt à financer les dispositifs amont qui permettent au final de gagner en efficacité du produit vis-à-vis des citoyens? Alors, qui est prêt à... Alors, je sais un peu pour Val-Grenoble, pour Grand Paris, je ne sais pas, mais du coup je vous laisse... Et justement, les collectivités, institutions, aussi les industries, mais d'une autre façon. C'est-à-dire, par exemple, sur le projet qu'on voyait à Saint-Denis, Quartus, par exemple, entre autres, nous a facilité l'hébergement. Il nous fait payer un loyer, mais qui est très très faible, qui nous permet justement de pouvoir se concentrer sur les solutions. Au lieu de chercher un modèle économique rentable pour pouvoir payer le loyer, on est justement sur des solutions. Donc ça, c'est la question industrielle. Et puis après, la question, par exemple, là, donc on a l'Europe qui nous aide sur le projet Reflow et qui permet donc de nous donner des sous qui mettent en place, qui commencent à faire émerger des solutions. Et ensuite, on a des projets, donc là, je parle en tant qu'architecte, où tout à l'heure, on parlait des canaux. Il y a eu un projet qui nous ont commandé, qui était l'année dernière, leur terrasse, de faire une ombrière. On leur a fait un projet qui était financé comme s'il était neuf, sauf qu'on a fait 90% de réemploi. Et les canaux nous ont justement permis de nous donner ce terrain de jeu et d'expérimentation. Et en fait, c'est toutes ces sommes-là qui sont additionnées qui permettent de pouvoir le faire. C'est-à-dire que si on n'avait pas une aide au niveau du loyer, donc d'avoir des stockages qui nous permettaient de pouvoir travailler sur les solutions, des fonds un peu européens qui permettent aussi donc de développer ces solutions, et troisièmement, ensuite un projet qui le porte, ça nous permet de payer comme si c'était du neuf, mais de financer aussi cette recherche. Et c'est cette péréquation en fait de finances qui permet en fait de financer. Là, c'est un exemple très concret, très petit. Et cette chose-là, en fait, voilà, comment on fait pour changer d'échelle. Et il y a d'autres. Donc c'est là où, par exemple, on est en train de travailler avec l'ADEME et avec un appel à projet qu'ils ont mis, en espérant qu'on l'a, avec d'autres industriels du déchet, sur un plus grand appel à projet. Je vais peut-être répondre sur le financement de FabCity Saint-Etienne. Oui. Finalement, ça me permettra de citer les partenaires quand même, que je n'ai pas fait. Mais l'opération FabCity à Saint-Etienne, c'est intéressant parce que c'est le croisement de 3 échelles de territoire. L'échelle nationale à travers la Banque des territoires, qui a participé au financement, Saint-Etienne Métropole, qui a participé au financement, et le Conseil régional avec Fab Région, qui a aussi participé au financement. Et du coup, on a
3 échelles de territoire pour fabriquer FabCity. Mais sur le financement de telles opérations, ce qui est très intéressant, c'est en fonction de la thématique sur laquelle vous allez porter votre atelier FabCity. Donc ça peut être, je sais pas moi, le bois, ça peut être tout et n'importe quoi, en fait. On peut aller chercher des partenaires différents. C'est-à-dire qu'en fait, comme c'est un FabCity est un atelier hybride et transdisciplinaire, eh bien, je conseillerais à la personne qui a posé la question de se poser la question de cette transdisciplinarité pour finalement trouver les financements qui, eux aussi, sont transdisciplinaires. Je vous donne un exemple. Si on fait un atelier FabCity dans une médiathèque, on va demander aux gens, une future médiathèque, de concevoir le mobilier de la médiathèque, les étagères, moi j'ai ce projet avec une médiathèque, j'accompagne ce genre de lieu. Eh bien sûr, on pourra avoir une subvention de la Caisse de la Banque des Territoires, on pourra avoir une subvention de la région Île-de-France, si c'est en Île-de-France, mais aussi du ministère de la Culture, tout d'un coup. Tout de suite, le ministère de la Culture peut s'impliquer parce que le sujet... Et du coup, chaque FabCity, il faut en étudier le contexte et les ressources locales pour finalement déterminer le modèle économique de l'ingénierie de projet FabCity. Je suis clair? Bon. Et on pourrait imaginer aussi que des entreprises tout à fait. locales investissent. Tout à fait. Parce que ça les intéresse, parce qu'il y a un processus industriel intéressant. J'imagine que sur les projets autour de l'IA d'Adélaïde, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises que ça intéressera de comprendre, oula, c'est quoi ces processus industriels avec ces sauts de production? Ça nous intéresse parce que moi, je voudrais bien que ma petite usine, je puisse passer de la production de caramel à celle de colle. On a eu plein, enfin, il y a plein d'exemples. Par exemple, au Puy-en-Velay, pas très loin, on a une entreprise qui fait des emballages à base de caséine de lait. Bon, voilà. Voilà, ce qui l'intéressait, c'était de s'associer à un Fab Lab pour imaginer en fait de nouveaux emballages. Autre exemple, le respirateur Make Air, où les makers se sont associés à Seb pour changer d'échelle par rapport en Italie, Decathlon. Oui, tout à fait. Donc les partenariats, ils peuvent être publics-privés. Les financements sont pluridisciplinaires, comme tu l'as dit. Oui, il y a énormément de possibilités. Et après, c'est quand même trouver un modèle économique. Et c'est ça aussi qui intéresse en fait les entreprises. Si Quartus nous aide, c'est parce que derrière, il y a un enjeu sur la construction. Aujourd'hui, il va falloir construire de plus en plus en économie circulaire. Il y a la loi de transition écologique qui impose des pourcentages justement assez élevés, 50% pour le bâtiment et 70% pour les TP, les travaux publics, de matériaux en réemploi, recyclés, etc. Et pour 2020. Donc on est déjà passé, mais c'est nous quand même. Et en fait, c'est ces enjeux-là qui font que tout le monde est intéressé à participer. Mais c'est en faisant... il faut faire les deux, c'est-à-dire il faut que ça intéresse. Le public doit essayer d'aider à avancer et le privé doit prolonger en fait la transformation. Parce que si derrière le modèle économique ne fonctionne pas, derrière ça va juste redescendre. Alors en fait, ce qu'on crée, et c'est ça je pense, c'est comment en fait on crée cette vision, cette économie avec les citoyens, avec des entreprises et avec les collectivités. Ça, c'est important. Il est 15h01. On a terminé cette conférence sur la FabCity. Est-ce que vous avez un mot, juste un mot en conclusion qui vous vient? Un mot, c'est dur. Un mot, oui. Capacitation. Capacitation. Autonomie. J'ai envie de dire innovation sociale au service de l'économie circulaire, ça fait beaucoup de voilà. Résilience. Résilience. Merci à tous. Merci. Merci. Voilà, j'espère que vous avez été nombreux à profiter de la diffusion et que vous pourrez les voir en replay sur ces forts de café. Et merci à toute l'équipe. Merci. Merci. Merci.